Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Dominique Carlac, Pierre-René Lema, Emmanuel Le Chypre et Mathieu Pechberti. On a deux dossiers à débriefer ensemble, Atos et le déficit. On commence avec le déficit public. On a eu les chiffres à 7h30, 5,5% du PIB contre 4,9% initialement prévu. Ma détermination à repasser sous les 3% du PIB est intacte. Ça, c'est notre ministre de l'économie. Mais alors maintenant qu'on en est arrivé là, Nathan Cocampo, quelles sont les options du gouvernement pour redresser les comptes publics? Alors, il n'y a pas de mystère. L'exécutif a deux leviers à sa disposition. Les dépenses et les recettes. Pour 2024, l'exécutif a déjà annoncé 10 milliards d'euros d'économies dans les dépenses de l'État. Et Emmanuel Macron demande à présent aux collectivités et à la sécurité sociale de compléter l'effort. Quant à 2025, le gouvernement vise au moins 20 milliards d'euros d'économies dans la dépense de l'État, la dépense sociale. L'exécutif travaille donc à des économies et refuse toujours en parallèle d'augmenter les impôts. Mais de plus en plus de voix au sein de la majorité mettent la pression sur des hausses d'impôts ciblées. Le MoDem, notamment, pousse pour relever la flat tax de 30 à 33% et taxer les superdividendes. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, regarde elle aussi du côté de la flat tax, des superprofits, des superdividendes et des rachats d'actions. Des membres influents de Renaissance veulent faire des économies sur le crédit d'impôt recherche et envisagent un nouveau report de la suppression de la CVAE. Quant au ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, il avait évoqué une sous-indexation des retraites sur l'inflation avant d'être désavoué par Emmanuel Macron. Enfin, si Bruno Le Maire se montre à nouveau très ferme et contre des hausses d'impôts, hier, il s'est tout de même dit ouvert à une imposition minimale sur les plus hauts revenus, mais seulement à un niveau européen et international. Alors, Dominique Carlac, baisse des dépenses ou hausse des impôts, vous préférez quoi? En fait, moi, j'aime bien comparer les différents pays. On disait tout à l'heure dans le sommaire que la France est avant-dernière, avant l'Italie dans le déficit public. Qui est le champion en Europe aujourd'hui? C'est l'Espagne. L'Espagne qui a baissé de 1% de PIB ses dépenses publiques et qui est pourtant est la championne de la croissance en Espagne, en Europe. Quand on regarde les États-Unis, on est à 7% effectivement de déficit public, mais on est aussi à 2,5% de croissance. Donc la question, c'est quand on est en période de si lourd déficit public, la priorité, elle est à l'investissement, elle est à la croissance. Parce que de toute façon, quand vous regardez un autre exemple qui est celui de l'Allemagne, c'est les champions de l'orthodoxie budgétaire. Néanmoins, la situation économique de l'Allemagne, elle n'est pas très porteuse aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas dogmatique, au fond, vous dites quand ça ne va pas bien comme aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à remettre un peu de charbon dans la machine pour l'investissement. Je regarde deux modèles qui sont assez orthodoxes, peu orthodoxes et orthodoxes sur la partie budgétaire. L'Allemagne d'un côté, qui est vraiment le champion de l'orthodoxie budgétaire. Trop parce qu'en fait aujourd'hui, elle est dans un déficit bas, mais dans une croissance basse. Et je regarde les États-Unis, je ne dis pas qu'il faut faire exactement pareil, mais les États-Unis, ils enregistrent 2,5% de croissance. Moi, je trouve que ça laisse rêveur et ça la laisse à réfléchir. Pierre-René Lema, on y va, on creuse encore un peu? On va jusqu'à 7%? Non, mais les États-Unis ont un avantage, c'est qu'ils ont une machine à fabriquer des dollars. Oui. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même situation. On ne peut pas comparer complètement. Non, moi ce que je crois, c'est qu'il y a un problème de court terme et puis un problème de moyen terme. Le problème de court terme, c'est comment on va boucher ce trou dont tout le monde fait comme s'il n'était pas prévisible. Alors je trouve que ça a été très bien géré d'ailleurs, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on dit attention, il va se passer des choses, donc on atterrit sur des chiffres épouvantables, mais comme on y est déjà habitué depuis une semaine ou 15 jours, on a l'impression qu'on le savait déjà. Opération des minages. Bon, sur le court terme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'on connaît par cœur, moi je l'ai vécu, c'est-à-dire Bercy va ouvrir les tiroirs à économie, je les connais par cœur, les tiroirs à économie. Dans les tiroirs à économie, par exemple, à mon époque, il y avait les APL. Alors, on l'a pas voulu le faire, mais Macron l'a fait après. Puis c'était une mauvaise idée d'ailleurs. Mais les tiroirs à économie sont toujours les mêmes. Le crédit d'impôt recherche. Les technocrates ont plein d'idées. Non, ils ont les mêmes. Le crédit d'impôt recherche, je sais pas quoi, l'assurance chômage, on va l'annoncer, repousser la CVAE, les collectivités locales qui dépensent trop. En réalité, les collectivités locales, quand on dit il faut qu'elles complètent l'effort de l'État, ça veut dire qu'il faut que l'État diminue les dotations aux collectivités locales. Il faut le vrai vocabulaire, ça veut dire ça. Ça veut dire faire des économies sur les dépenses. Donc il y a un problème de court terme. Dans le problème de court terme, il y a le problème des impôts.
le problème des impôts, j'ai compris que c'était un dogme, c'était un truc uniquement sacré. pour Bruno Le Maire. Hein. Voilà, oui, enfin pour Bruno Le Maire. Sinon, il démissionne. Non, et pour le président de la République jusqu'à plus ample informé. Hein. Ah d'accord. Donc il y a le problème des impôts. Bon, alors je sais aussi ce qu'il y a dans les tiroirs de Bercy. On va augmenter la taxe sur les énergéticiens. Vous savez comment elle s'appelle, la taxe sur les énergéticiens? Elle s'appelle la crime. Ça veut dire il y a qu'à Bercy qu'on puisse inventer des trucs comme ça. On va augmenter la taxe qui est d'ailleurs juridiquement contestable sur les autoroutes et puis sur les aéroports, enfin des choses comme ça, Ça, je pense que ça se jouera comme ça. Après, est-ce qu'il faut aller sur quelque chose de plus symbolique qui va rapporter des sous, mais qui ne répond pas à la question, et qui est la taxe sur les super profits, la taxe sur les grandes fortunes? Moi, je pense qu'il faudrait y aller. Mais après, c'est un choix politique, c'est un équilibre compliqué. C'est plus simple de retarder la CVAE que de s'interroger sur les niches fiscales sur les entreprises. Je pense qu'il faudra y aller. Après, il y a le moyen terme, je vous le dis d'un mot. On peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. On en parlait tout à l'heure avec Emmanuel, mais c'est un sujet sur lequel je me permets d'attirer l'attention à peu près tous les mardis, qui est le problème de l'immobilier. On casse absolument tous les instruments publics qui auraient permis de relancer l'immobilier. Mais tous, hein, depuis le prêt à taux zéro jusqu'au Pinel, en passant. Tous les dispositifs d'aide à l'immobilier sont cassés. Et après, on est stupéfait de voir qu'il y a une baisse de l'immobilier et que la baisse de l'immobilier, ça veut dire une baisse des recettes fiscales. Donc, à un moment, il faut s'interroger sur une question assez simple. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'outils, même s'ils coûtent un peu cher les premières années, pour pouvoir générer des recettes après? On est bien content quand on a des... Vous savez, un euro d'argent public sur le logement, c'est 3 emplois, et c'est à peu près 1,2, 1,4 euros de recettes fiscales. Donc peut-être qu'il faudrait se réinterroger sur des choses aussi simples que ça, qui s'appellent le moyen terme. Emmanuel. Dominique parlait de l'Espagne qui a des déficits mais de la croissance, de l'Allemagne qui n'a pas de déficit mais qui n'a pas de croissance. Nous, on a des déficits et pas de croissance. Donc il y a un moment où il faut bien s'interroger aussi sur la nature de ces déficits. Ouais. Et c'est vrai que quand vous regardez finalement de plus près les chiffres sur 2023, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, les finances publiques sont dans une situation de dérive complète, non maîtrisée, incontrôlée. Regardez les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, plus 6% de dépenses de fonctionnement, avec des augmentations de fonctionnaires, avec un nombre d'effectifs de fonctionnaires qui n'a jamais augmenté autant depuis 10 ans. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je veux dire, on est encore une fois dans une trajectoire des dépenses publiques qui ne cesse effectivement d'augmenter, avec, il faut quand même le souligner, parce qu'on n'arrête pas de dire « ouh, les dépenses sociales et les dépenses sociales, etc. » Si vous regardez les comptes sociaux, finalement, il n'y a pas à s'inquiéter beaucoup pour les comptes sociaux. Donc, au niveau de l'État, les dépenses sont non maîtrisées. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous vous retrouvez avec des recettes décevantes? Effectivement, il y a plus de 20 milliards quand même de recettes fiscales qui ne sont pas au rendez-vous. Alors, effectivement, il y a tout ce qui concerne l'immobilier, hein, et toute cette taxes qui ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas de transaction immobilière. Donc concrètement, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée, qui est la même que celle qu'on connaît encore une fois depuis 40 ans, avec des ministres de l'économie qui disent toujours la même chose. Je vous promets que d'ici 3 ans... Direct, il l'a redit, Bruno Le Maire, encore ce matin, j'imagine. Les 3%, on va y arriver. On reviendra sous la barre des 3%, ce que n'a fait absolument personne. Ah non, en 2017, on était à 3. Oui, d'accord. Mais 3, c'est pas un zéro, quoi. C'est-à-dire en 2017, voilà. On partait de 5, on était à 3. Allez, 2017, ok, mais bon... Allez, on vous la donne. Il y a eu le Covid après. Ouais, mais ça a pas duré, je veux dire. Voilà, et après, un coup de massue fiscal, quand même, il faut le rappeler, assez substantiel. On se souvient. Puisque, Dominique Carlac, c'est le pire coup de massue fiscal. Vous n'avez pas réagi tout à l'heure, j'étais surpris, Dominique, vous ne réagissiez pas aux idées de la majorité présidentielle sur passer de la flat tax de 30 à 33, sur reporter la baisse de la CVAE. Parce que moi, je continue à m'inscrire dans le long terme, parce que tout à l'heure, on se disait... Je pense qu'il faut maintenir la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est qui donne du souffle, à l'investissement. Il ne faut pas arrêter les investissements, ni des entreprises, ni les freiner avec quelques mesures scélérates. Il y a un peu recherche. Voilà, par exemple, ni freiner l'investissement d'État. En revanche, je suis d'accord, il faut regarder le fonctionnement d'État. Il y a 2 chiffres, moi, qui me surprennent. C'est
On a le système éducatif le plus cher d'Europe. Or, nos enseignants sont très peu payés. C'est les moins bien payés d'Europe. Enfin, pas les moins bien payés d'Europe, mais ils sont pas bien payés alors qu'on a la plus grande dépense éducative. Donc ça, c'est un problème. Si vous regardez le cas de l'hôpital, on a 34% de la dépense de l'hôpital en RH, donc en personnel, qui est du personnel non médical. À côté de ça, vous regardez l'Allemagne, pour le coup, on est à 25%. Donc c'est l'administration de l'administration qui nous coûte cher. C'est pas le fait que l'État ait une politique éclairée, stratège d'investissement dans des transitions quelles qu'elles soient. Non, mais ça, c'est désastreux parce que, 1, c'est mauvais pour la qualité du service public, et 2, pour les Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on voit pas l'argent. Bah oui, eux, ils sont confrontés au quotidien à cette paupérisation de tous les services publics. Donc le réflexe, c'est de se dire, bah en fait, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc il faut en remettre plus. Alors qu'effectivement, l'argent, il est gaspillé entre finalement le fonctionnaire qui est au contact des usagers et le ministre. C'est le mot gaspillé que Pierre René. Vous avez la multiplication des structures qui font que, en fait, c'est pas qu'il y a des fonctionnaires qui font rien, c'est que sur un même dossier, vous avez 2 fois plus de fonctionnaires qui interviennent que dans les autres pays. Juste un mot pour se rassurer quand même, c'est que sur les marchés financiers, on se finance toujours à 10 ans à moins de 3%. Grâce à l'Allemagne notamment. Oui, mais juste quand même, parce qu'on n'arrête pas de nous dire là encore, comme on dit, ah là là, les dépenses sociales, on dit ah là là, la charge de la dette. La charge de la dette a diminué en 2023. C'est-à-dire qu'on a payé moins d'intérêts de la dette, alors notamment grâce aux obligations indexées sur l'inflation. Mais donc, ça, c'est quelque chose qui est encore à venir. Donc, on ne l'a même pas encore dans les coûts. Donc, mais pour un pays au bord du gouffre, ça va. Sur la vision des services publics, oui, il y a une paupérisation, ça c'est incontestable. De là à dire que, si c'était ça, on saurait le faire, quoi. Que les fonctionnaires, que le coût de fonctionnement des charges de l'État, etc. Les dépenses de fonctionnement de l'État, si je les comparais aux dépenses de fonctionnement d'un certain nombre de très grandes entreprises, ça se discute, quoi. Si la réponse était là, on l'aurait déjà trouvée. Moi, je pense qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas que là. Elle est, à mon avis, dans le fait que dès qu'on a une crise dans ce pays, et Dieu sait si on en a depuis les gilets jaunes, dès qu'on a une crise, on annonce des dépenses. C'est ça. Et si vous prenez la liste des dépenses qui ont été annoncées depuis les gilets jaunes, à chaque crise, vous verrez, la dernière... Ouais. On a des agriculteurs qui sont en train de bloquer le port de Dunkerque pour des protestations qui sont parfaitement légitimes par ailleurs. D'ailleurs, tout le monde dit qu'elles sont légitimes. C'est le doublement de l'emprise du port, justement, pour répondre à l'augmentation du trafic. On répond toujours par de la dépense publique et jamais par des réformes de structure. On ne peut pas refuser le diagnostic de l'inefficacité. C'est-à-dire que ça, c'est le discours de l'administration. C'est-à-dire, c'est terrifiant. C'est-à-dire elle s'autodéfend. Quand vous mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le but, et c'est la haute administration, encore une fois, la haute administration qui est la principale force conservatrice dans ce pays, qui pense, regardez le dernier livre de Jean-Pierre Jouyet. Il a l'impression de découvrir, au moment où il part à la retraite, que finalement... il n'a pas œuvré forcément dans l'intérêt des Français, tellement il était convaincu de sa formation de haut fonctionnaire qu'il œuvrait forcément pour le bien, et que produire de la norme, de la règle, de la fiscalité, c'était bon pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est une mentalité qui est aujourd'hui terrible, et qui est en plus aggravée par celle des politiques, puisque Pierre René ne me démentira pas, on mesure la puissance politique d'un ministre au fait qu'il arrive à avoir un budget conséquent quand il est Jean-Pierre Jouyet me paraît pas un parangon de la vertu publique, ça se débat, quoi. Allez. Non, mais il faut qu'on parle d'Atos. On peut pas dire qu'il n'y a pas de gras dans les collectivités locales, dans les 5 ou 6 États. On fera un débat sur la grande administration, vous contre Pierre René, on va organiser ça. Non, mais si on n'est pas capable même de se mettre d'accord sur le diagnostic, on se dit qu'on n'est pas rendu on va vous mettre sur la d'accord réduction des grâce à finances Pierre publiques. Moscovici qui vient de déclarer que le dérapage important voilà un autre est très très rare du déficit de la France. Voilà, il n'est jamais un petit coup de pied de tous ses l'âne. prédécesseurs ont dit ça, et qu'il va falloir fournir des efforts sans précédent. Heureusement, il n'a rien à dire sur Atos, Emmanuel. Alors, je m'arrête là. Pardon, au revoir. Bonne journée. C'est l'inventeur du ras-le-bol fiscal. On passe à la dette privée, effectivement, avec vous, Mathieu Pechberti. On attendait les résultats d'Atos qui ont été maintes fois reprogrammés. C'était ce matin à 7h30, 3,4 milliards d'euros. C'est le chiffre qu'il faut retenir. Oui, 3,4 milliards d'euros de pertes, dont 2,5 milliards dans ce qu'on appelle des dépréciations d'actifs. Pour essayer d'être clair, vous avez des activités au bilan qui valent 100, et quand la situation se dégrade, comme c'est le cas chez Atos, elles perdent de leur valeur, et donc il faut passer ces pertes dans vos comptes, et donc de fait, votre bilan se dégrade. Et en face, il y a une dette extrêmement importante au bilan d'Atos, qui est de 4,5 milliards d'euros, et l'autre information importante
qui n'est pas une surprise en soi, mais qui est évidemment importante, c'est l'ouverture d'une procédure de conciliation sous l'égide d'une mandatrice ad hoc qui s'appelle Hélène Bourboulou, qui est connue pour avoir fait les restructurations d'Orpea et de Casino. Ça s'est pas bien fini en général à la fin. Dans les deux cas, c'est pas bien fini, et donc c'est mal parti. Et cette renégociation de la dette va s'ouvrir là dans les début avril et va durer au moins 4 mois, 4 peut-être plus 5 mois. Vous avez fait vivre le feuilleton Casino négocier pendant des semaines et des mois. Mathieu, à bout d'un moment, les créanciers n'arrent pas à s'entendre et du coup on passe à la sauvegarde. Oui, ouais, c'est-à-dire que vous ouvrez la porte gentiment à vos créanciers en leur disant vous allez devoir laisser de l'argent chez vous. Ils sont pas très contents et s'ils veulent pas, vous leur claquez la porte au nez, vous passez en sauvegarde et vous leur tordez le bras. Et de toute façon, c'est la raison pour laquelle Atos s'est mis sous la protection de la justice, en tout cas de la mandataire ad hoc, puis du tribunal de commerce, qui validera ce plan. À la fin, les créanciers, on leur tord le bras parce que le mandataire judiciaire prend plutôt la défense des entreprises dans ce genre de situation. Vous nous racontiez juste rapidement ce matin qu'il y a un duel entre Layani et Jean-Pierre Mustier. Layani qui a 10% du capital, qui a fait un plan que Jean-Pierre Mustier n'a pas reçu. Il y a une confrontation entre ces deux hommes. Chez Atos, il y a des guerres un petit peu à tous les étages, mais on a du mal à comprendre pourquoi cette société qui aurait pu être sauvée il y a un an, et donc je mets même de côté le président actuel Jean-Pierre Mustier, ne l'a pas été. Il y aurait pu avoir des cessions d'actifs qui auraient pu vraiment régler la situation. Aujourd'hui, on a une entreprise qui croule sous des dettes, où il y a des repreneurs potentiels pour plusieurs activités. Évidemment, c'est difficile de démanteler un groupe, mais il pourrait l'être. Pour le moment, on est dans une situation où le président d'Atos, qui est un ancien banquier, va plutôt aller dans une direction pour tordre le bras des créanciers et ensuite on ne sait pas ce qu'il fera d'Atos. Dominique, comment vous interprétez justement cette guerre au sein du capitalisme français? Il y a vraiment deux écoles sur ce dossier. Il y a l'école effectivement du principal actionnaire David Layani avec OnePoint qui dit moi j'invite l'État à ne pas faire de vente à la découpe parce que je peux tout racheter. Je peux tout racheter et on peut être une entreprise de solutions intégrée. Et puis effectivement la rationalité et l'habitude, je dirais, qui n'est pas une école, qui est juste de gérer, qui consiste à dire on va vendre à la découpe et il y a des enjeux stratégiques sur certaines technos, les supercalculateurs, c'est important pour l'indépendance nucléaire, donc on va le découper, mais ça ne fera pas une solution et ça ne sauvera pas quelque chose qui a été un fleuron de l'économie française. C'est pas entrepreneurial cette vente à la découpe, alors que David Layani offre une solution entrepreneuriale. Pierre-René, disons. Ouais, moi j'ai pas d'avis, mais j'ai pas d'avis sur la solution, mais je connais pas assez le dossier, mais enfin qu'elle dérive depuis Thierry Breton jusqu'à aujourd'hui. Cette espèce de descente aux enfers d'un fleuron de l'économie française. Et on disait l'État c'est pas terrible, mais vous allez voir que l'État, par l'intermédiaire de ses outils, et notamment de la Banque publique d'investissement, va finir par intervenir. C'est ce que dit Nicolas. Je rappelle que sur les 3,5 milliards d'euros de pertes, il y en a 2,5 milliards qui sont liés aux acquisitions réalisées par Thierry Breton. Eh bien on en reparlera, on n'a pas fini de l'époque Thierry Breton et d'Atos. Merci à tous les quatre d'être venus. Dans un instant, les experts avec Nicolas Dos. À demain. Bonne journée.